J'étais moi-même un peu surprise de voir à parler comme nonagénaire parce que en soi, c'est pas une position particulièrement intéressante et brillante, bien au contraire, et qu'il m'a été un petit peu difficile de me demander ce que dans votre vous m'entendez bien? Oui? Ce que, heu, vous attendiez de moi. Donc j'ai choisi 2, 3 thèmes à propos desquels je vais dire comment les nonagénaires les vivent. En particulier, j'insisterai sur le rapport au corps quand on est nonagénaire, le rapport au temps et le rapport au temps, et à partir de là, le rapport à la solitude. Je crois que je n'ai que 8 minutes, alors évidemment, ça m'oblige à réduire un petit peu, bon, ce que j'aurais pu vous dire. Alors en effet, je suis nonagénaire, j'ai même 95 ans. Beaucoup d'hommes et de femmes parviennent aujourd'hui à cet âge en assez bon état physique et mental. Il n'est pas toujours facile de rencontrer des personnes de cet âge-là. Moi, j'ai pu le faire grâce à une association qui s'appelle Hold Up, à laquelle j'ai participé et où j'ai pu rencontrer justement des personnes du grand âge. Parce que les personnes de grand âge de ma propre famille, je n'en ai plus aucun. Mes amis, il faut que je descende à 80 et encore pour en avoir, ce qui fait que il n'est pas facile de, de faire parler des nonagénaires, et d'autre part, je n'avais pas envie que ce ne soit que moi qui me souhaite exprimer sur ce sujet-là. Donc, à l'association Hold Up, j'ai rencontré d'autres personnes du grand âge et avec, avec des échanges et des débats, nous avons pu faire un certain nombre de propositions et même faire des propositions aux institutions qui s'occupent de la vieillesse et des personnes âgées, parce qu'évidemment, nous comptons beaucoup sur elles pour transmettre ce que nous pouvons dire nous-mêmes à partir de notre vécu. Et j'espère que ce colloque, d'ailleurs, y contribuera. Les nonagénaires que nous sommes ont une nouvelle représentation de leur âge. Et cette représentation n'est pas encore celle de la société actuelle, où les très âgés sont surtout des objets de soins et considérés comme tels, et comme ringards, n'ayant plus la tête tout à fait sur les 2 épaules et ayant des difficultés à participer à la vie sociale. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre de nonagénaires que je connais. Et je pense que la famille, les personnels soignants ne mettent pas toujours les nonagénaires dans les conditions où ils pourraient donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne leur permettent pas de parler de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. C'est bien, c'est très important d'être soigné, mais c'est aussi très important d'être entendu, compris, écouté. Et justement, j'ai vécu à plusieurs reprises une situation qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur mon comportement de vieillard. J'hésite pas à employer les mots, hein, je n'ai pas peur,
je suis un vieillard et c'est ce défi que je tente de relever avec évidemment pas mal de difficultés. Et ce que j'ai constaté, une des premières choses que j'ai pu constater au cours de cet âge, c'est que, au fond, il s'établissait une coupure entre moi-même, ma pensée, mes désirs cognitifs et affectifs, et mon corps, qui accumulait, lui, effectivement, les difficultés, les douleurs, les impossibilités de marcher, de porter, de tirer, le besoin de repos. En fait, en atteignant ce grand âge, on s'aperçoit que la carcasse devient exigeante et égocentrique. Alors, première réflexion que je ferai, c'est qu'il s'agit d'établir, quand on est nonagénaire, un dialogue entre moi-même, mon moi, mon soi, et mon corps, parce que ce dialogue est devenu indispensable. Les vieux qui disent « je n'ai plus le temps de lire, d'écrire, de penser », se laissent avoir par leur corps, alors qu'il conviendrait de discuter avec lui. Oui, je suis d'accord, tu es fatigué et tu vas faire une sieste, mais après, on ira marcher. Oui, ton cou te fait mal, mais est-ce que tu n'as pas oublié ton traitement? On a constamment à se parler dans une relation difficile entre son corps et soi-même. Au fond, au grand âge, c'est comme si nous étions deux en nous-mêmes et qu'il nous fallait décider ensemble ce qui convenait à l'un et à l'autre. Tout changement dans l'emploi du temps, dans les médicaments, dans le, le, le projet qu'on a pu faire. Tout changement est donc à considérer à deux et exige de calculer les pertes et les bénéfices pour chacun. Et quand il y a un conjoint, c'est à quatre. Les décisions deviennent donc plus difficiles et plus risquées. Et il y a ce sentiment qu'on est trop vieux, qu'il est trop tard, que ce sera trop difficile. Alors en effet, un deuxième point que je voulais développer, c'est que le rapport au temps se pose de façon cruciale pour les nonagénaires. Personnellement, j'ai été très aidée par la définition du temps que donne saint Augustin, car pour lui, seul compte le présent. Mais pour les nonagénaires aussi. Que pouvons-nous vivre d'autre que le présent, puisque nous vivons un âge où nous n'avons pas plus d'avenir, dans le sens large du terme. Hein. Nous n'avons plus d'avenir. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un présent. Or, la définition que donne saint Augustin, pour lui, il y a le présent du présent, le présent du passé et le présent du futur. Et j'ai beaucoup retenu cette réflexion parce qu'en tant que nonagénaire, elle m'a été
extrêmement précieuses. J'en ai discuté avec d'autres nonagénaires qui ont tout à fait aussi partagé mon point de vue. Car le risque du grand âge, si on n'est pas axé sur un présent actif, c'est de se réfugier dans le passé ou c'est encore de faire des projets d'avenir avec une espèce de déni de la mort qui, qui est insensé. Je me pose la question, dans les maisons de retraite, est-ce que les EHPAD, les familles, les maisons de retraite, s'assurent-on que les vieillards ont toujours un petit projet au présent? Comme je sais que c'est la question du colloque et que ma place y est plutôt un peu bizarre, est-ce que les vieillards ont toujours un petit projet en route? Quelque chose qui dynamise leurs talents? Car les talents, on ne les perd pas et on peut toujours les retrouver au fond de soi. C'est ce qui est quand même un peu exceptionnel quand on vit nonagénaire, c'est de s'apercevoir qu'au fond, on a toujours ces capacités affectives et cognitives entières. Et que peut-être même qu'on les vit beaucoup plus profondément, beaucoup plus intensément qu'on ne l'avait jamais vécu jusque-là. Ça, c'est une merveilleuse découverte du grand âge. Et j'ai toujours cherché moi-même à garder les années de confinement n'ont pas beaucoup favorisé les choses. Ça a même été très dur. Mais j'ai toujours un projet en route, quelque chose qui me dynamise et qui me permet de rester debout et active. Car vous savez, c'est le rêve des nonagénaires, quand ils ont la chance d'être en assez bonne santé. Évidemment, pendant cet exposé, je ne parle pas des gens malades, des nonagénaires malades ou des gens âgés très malades. Ça, c'est une autre chose, ça n'est pas mon sujet. Mon sujet, ce sont les personnes en assez bon état physique et mental. Et ce qui fait que je me pose la question, parce que je suis allée dans beaucoup d'EHPAD où il y avait ma famille, des amis, et j'y suis restée suffisamment pour me rendre compte de comment ils y vivaient. Ça fait déjà quelque temps et on m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de progrès et que les résidents n'étaient plus seulement des objets de soins, mais qu'on avait aussi le souci de les faire participer à la vie de la maison et de les aider à poursuivre, en effet, certains projets. Mais souvent, on préfère se passer des personnes âgées parce que on va trop lentement et que ça gêne les gens rapides. Moi, je vois quand je vais en, en vacances dans une maison où il y a plein de neveux et nièces à moi, neveux, petits-neveux, petites-nièces, arrière, petits-neveux, arrière, petites-nièces, je me sens toujours de trop. Parce que ma place est gênante. Je ne vais pas aussi vite. Je ne fais pas les choses avec, avec autant de dextérité. Je suis obligée de m'arrêter à un moment donné. Enfin, vous voyez, il y a des difficultés. Et ces difficultés, en fait, elles sont refusées encore aujourd'hui
par la société. Elles ne sont pas reconnues. Je ne sais pas, je ne connais pas assez bien les projets qui sont les vôtres. J'espère que dans les lieux inclusifs que vous concevez, justement, c'est tout cela qui pourra être tenu en compte, mais respecté et, et permettre certainement à beaucoup de personnes très âgées de souffrir beaucoup moins de leur solitude. Mais je ne veux pas terminer ce petit exposé sans parler de la souffrance de la solitude. Les nonagénaires, plus encore que les autres personnes âgées, le plus souvent, elles sont arrière-grand-mères. À juste titre, on ne leur confie plus les petits. Familles et amis du même âge sont décédés. Avec les nanas, l'intergénérationnel dont on se gausse est à mon avis du rêve, sauf pour regarder les bébés de loin. C'est toujours extrêmement mignon, évidemment. Toutefois, je regrette de ne pas vivre dans un béguinage. Ça aurait été mon rêve, justement. À chaque fois que j'ai essayé, c'était pour apprendre que ça ne marchait plus. Si l'habitat inclusif pouvait fonctionner et qu'il pouvait me concerner, je peux vous dire que je suis immédiatement partie prenante. Mais je n'ai pas encore compris si c'était ouvert pour les personnes elles-mêmes.